Multi-21's here. Yeah, Multi-21. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Multi-21. Émission un petit peu spéciale aujourd'hui, vu qu'on va ressortir un vieux concept. C'est le concept du On y était. On va évoquer le Grand Prix de France 2022 qui s'est donc disputé sur le circuit Paul Ricard au Castellet. Et avec nous, deux invités exceptionnels, Aurélien Attard. Bonjour à tous. Et l'inimitable Clément Châtelier. J'ai l'impression d'être un pot de moutarde. Bonjour à tous. Donc, Aurélien et Clément, vous étiez présents tour à tour pendant ce week-end. Peut-être le dernier week-end du Grand Prix de France, du moins au Castellet. Pour l'instant, il n'y a pas eu de nouvelles signatures entre Liberty Media et le promoteur. Donc, en suspens, on sait qu'il y a plusieurs rumeurs, notamment le maire de Nice qui fait des pieds et des mains pour peut-être accueillir le Grand Prix de France à Nice. Christian Estrosi pour ne pas le nommer. Et donc, ce que je vous propose, vivre un Grand Prix de Formule 1, c'est quand même une expérience assez extraordinaire. Je vais commencer avec toi, Aurélien. C'était ton premier Grand Prix ou t'en avais déjà vu d'autres? Si oui, est-ce que tu peux nous dire lesquels? Alors, ce n'était pas mon premier Grand Prix, parce que j'avais fait le Grand Prix d'Espagne en 2015 à Barcelone. Et donc c'était mon deuxième. Voilà, si on compte pas celui que j'ai fait en 2018, toujours au Paul Ricard en tant qu'accrédité. J'étais pas en tribune, j'étais au paddock, ça compte pas trop, je trouve. Donc voilà. Et on rappelle pour nos amis qui nous suivent, si vous arrivez à retrouver la grille qui était diffusée sur Canal au moment du Grand Prix d'Espagne 2015, avec vos yeux de lynx, normalement vous devriez réussir à apercevoir Aurélien. Clément, je me tourne vers toi. C'était ton premier Grand Prix ou déjà habitué? C'était mon troisième Grand Prix. J'ai fait le Grand Prix de France 2007 et le Grand Prix de Belgique 2014. Donc voilà, c'est mon troisième. Ok, d'accord. Donc messieurs, je vous propose, par rapport à nos auditeurs, que vous puissiez, chacun votre tour peut-être, si vous voulez interagir entre vous, il n'y a pas de souci, peut-être nous décrire l'ambiance. On sait que ce Grand Prix de France est revenu au calendrier en 2018 sur le site du Castellet. Aurélien, tu nous as dit que tu étais présent au niveau des paddocks en 2018. Là, c'était un petit peu différent vu que c'était en tribune. Je voudrais savoir, vu qu'on est sur cette atmosphère peut-être de dernier Grand Prix de France au Castellet, où il y a quand même une grande histoire avec la F1, je voudrais que tu puisses peut-être nous expliquer, ou tout du moins nous faire part de l'ambiance telle que tu l'as ressentie. Écoute, moi j'ai trouvé que l'ambiance était bonne, même si ça devient assez évident que c'est la dernière édition, enfin c'était la dernière édition. Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait quand même de quoi faire. Les gens étaient au rendez-vous, ils ont joué le jeu, je trouve. Donc de ce côté-là, j'ai pas été déçu particulièrement. Après, j'ai fait que vendredi et samedi, donc c'était pas non plus les jours où il y avait le plus d'enjeux dans le week-end. Et je pense que dimanche, ça devait être quelque chose vraiment dans une autre dimension comparé à vendredi et samedi, même si quand même j'ai pas été déçu pour ces deux journées-là. Je me tourne vers Clément du coup. Ouais, je suis Aurélien. C'est vrai qu'il y avait une atmosphère qui était que beaucoup de gens avaient conscience que c'était sans doute la dernière édition, et beaucoup de gens étaient venus pour profiter, pour essayer de vivre un Grand Prix de France en vrai. Et il y avait cette espèce de sentiment commun qui n'est pas habituel lorsqu'on va voir d'autres courses en France, quand on va voir le Grand Prix de France moto, les 24 heures du Mans auto moto. On se dit ah c'est cool, je reviendrai l'année prochaine. Là c'était vraiment il faut que j'en profite, il faut que je profite de chaque instant sur le circuit de 8h du matin jusqu'à 20h.
parce que c'est la dernière édition et ça mettait un truc assez sympa comme ambiance. Après, je sais pas ce qu'en pense Aurélien, mais moi c'est mon premier Grand Prix post Netflix, on va dire, et Drive to Survive. Drive to Survive et post Liberty. Et je trouve que le public s'est énormément rajeuni, honnêtement, par rapport à ce que j'avais connu avant. Je voyais beaucoup de groupes de jeunes qui avaient entre 20 et 25 ans, qui étaient. Enfin, tu vois, là où on était placé, on reparlera après de là où on était placé, mais là où j'étais en tribune, j'étais avec un copain qui a nos âges, à peu près, qui a 25 ans. À côté de nous, il y avait deux jeunes filles qui avaient le même âge. Devant nous, il y avait un groupe de quatre mecs qui avaient le même âge. Et en fait, partout, c'était beaucoup de jeunes. Et tout un public qui est arrivé souvent avec cette vague-là, qu'on voyait pas trop avant sur les circuits, parce que bah, ceux qui étaient jeunes comme nous étaient plutôt sur les forums et pas trop habitués au circuit. Et là, il y a eu vraiment un accès à ça. Et ça donnait un côté rafraîchissant à la chose, plutôt que de se retrouver dans une discipline où d'habitude, c'est les anciens qui vont sur les circuits. On dit que c'est un peu un truc un sport de riche, et voilà. Mais là, c'était vraiment, t'avais un truc beaucoup plus populaire, beaucoup plus sympathique, et c'était hyper rafraîchissant à voir. Mais je sais pas Aurélien qui a connu du coup aussi en 2015 un Grand Prix avant Netflix, si t'as eu le même avis que moi. Ah ouais, tout à fait, ouais. J'ai souvenir qu'à Barcelone, il y avait beaucoup de vieux darons, hein, c'est comme ça que je les caractérise. Alors que au Castellet cette année, ouais, c'était beaucoup plus diversifié, beaucoup plus jeune, c'est vrai, c'est très juste. Et ouais, ça se voit clairement bah, que l'effet Netflix est réel et fonctionne, quoi. Alors, par rapport à ce public un petit peu plus jeune, est-ce que ça s'est aussi ressenti au niveau des tarifs? C'est-à-dire au niveau de la palette des prix, l'un et l'autre, parce que vous êtes resté 2 jours. Donc, en fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? On peut prendre un billet à la journée, on peut prendre un pass de jour, on peut prendre un pass pour l'ensemble du week-end. Est-ce que ça fonctionne comme les 24 heures du Mans avec un billet qui permet d'accéder en fait à l'enceinte générale, et il faut reprendre un autre billet après, par exemple, pour être en tribune? Et au niveau, on va dire, de la palette tarifaire, de combien ça peut partir jusqu'à où ça peut monter? Je sais pas si tu veux que je Euh, réponde Aurélien ou si tu... C'est comme vous voulez. Bah écoute, Clément, à toi l'honneur, mon cher. Alors oui, tu peux prendre un billet 1, 2 ou 3 jours. Tu peux prendre des billets en enceinte générale. Alors moi j'avais regardé pour 2 jours, parce que j'ai pas fait le vendredi, mais pour 2 jours en enceinte générale c'était 150 €. Pour la tribune où j'étais, parce que moi j'étais en tribune Pierre Gassi, donc dans la chicane qui coupe la ligne droite du Mistral, c'était 225 € pour 2 jours, la tribune. Et je sais pas jusqu'à combien ça montait. Je sais que forcément les prix les plus chers c'est au Paddock Club qui est qui est au-dessus des stands. Mais là on parle sur des tarifs qui sont un billet de Grand Prix à Miami ou à Monaco, donc on n'est plus du tout sur la même chose. Mais c'est ce qu'il y a de plus cher. Tu vois, par exemple, l'enceinte générale au 24 heures du Mans, c'est 90 € cette année pour le week-end. Donc c'est beaucoup plus cher un Grand Prix de F1. Ça reste pas très abordable, mais c'est pas. Comment dire, la tribune n'est pas le souci principal. Ce qui fait que le week-end est cher, c'est qu'après tous les tarifs sont réglementés en fait par le circuit, que ce soit sur les trucs, sur les stands de bouffe qui sont sur le circuit même, ou ce qui est dans le camping, la supérette qui est dans le camping, les stands de merchandising, tout est réglementé par le circuit ou par la F1, et ils font en sorte de monter les prix, tu vois. Et on a discuté avec le mec qui tenait le food truck dans le camping, et en fait normalement il faisait payer 8 € son plat de pâtes, et là il le faisait payer 14 €, tu vois. Et c'était un tarif qui Ouais. était demandé par le circuit. Donc là-dessus, tout a énormément augmenté par rapport à un week-end normal. Et c'est ça qui rendait le week-end très très cher en fait. Et comme on est au Castellet sur un plateau, tu pouvais pas redescendre tout le temps faire des courses, donc tu te retrouvais vite à avoir la note qui grimpe, et c'est pas forcément très abordable pour des jeunes, ouais. D'accord. Donc, bah, c'est un petit peu, on va dire, c'est un petit peu l'effet pervers, un petit peu Netflix. C'est-à-dire, oui, ça a permis d'amener un public plus jeune, mais on reste quand même, sans doute, hein, sur une tranche sociale qui peut se permettre, le temps d'un week-end, d'aller voir un circuit de Formule 1. Absolument, absolument. Voilà. C'est clairement ça, oui.
Et là-dessus, enfin, par contre, les tarifs n'ont pas trop changé. Moi, je trouvais par rapport au Grand Prix de Belgique en 2014, on est sensiblement sur les mêmes tarifs, peut-être un peu plus cher, mais ça a vraiment que très légèrement augmenté là-dessus. Ça reste constant. Ils n'ont pas trop profité, en tout cas, au Grand Prix de France, de l'effet vague Drive to Survive, mais les tarifs n'ont pas baissé pour autant. Ouais. D'accord. Aurélien, tu souhaitais ajouter quelque chose? Bah, Clément était très complet là-dessus, donc voilà. Je peux préciser que pour ma part, je me suis contenté du tarif enceinte générale qui, pour vendredi et samedi, se limitait à 88 euros. Donc c'était plutôt pas mal, je trouve, étant donné qu'on pouvait... Bon, bien sûr, on n'était pas en tribune, hein, donc c'était pas les endroits les plus optimum pour voir les voitures, mais on pouvait quand même se déplacer à plusieurs endroits et ça reste toujours sympa. Et tu vois, le prix du coup de enceinte générale pour les jours sans course au Grand Prix de France, c'est le même prix que pour les 24 heures du Mans tout le week-end. Donc on est sur des tarifs qui sont quand même au-dessus du reste des sports auto en France. Mm, mm. D'accord. Bon, bah écoutez, bon, ça permet d'avoir déjà une petite idée, ne serait-ce que sur un budget. C'est-à-dire, enceinte générale, 2 jours, on est à moins de 100 euros. Si on veut rester, pareil, sur les 2 jours, sur un billet enceinte générale, sur lequel on va rajouter un billet, on va dire, tribune lambda, on monte facile à 350 euros, à peu près. Et là, on n'a pas compté tous les frais annexes. En parlant de frais annexes, et là je me tourne vers Aurélien, le Grand Prix de France 2018 avait été pointé du doigt pour des problèmes d'accessibilité. On se souvient tous d'images avec des ribambelles de voitures les unes collées aux autres. Au niveau des accès du circuit, c'était une véritable catastrophe. On avait vraiment l'impression qu'il n'y avait rien d'organisé. On est 4 ans plus tard. Est-ce que de ce côté-là, ça a évolué? Toi, depuis chez toi, tu es venu jusqu'à Marseille où tu as pris un hébergement sur place. Mais est-ce que, du coup, concrètement, on est à Marseille, euh, comment ça se passe pour accéder au circuit? Est-ce qu'il faut reprendre, est-ce qu'on est obligé de prendre sa voiture ou est-ce qu'il y a quand même eu quelques petites choses de mise en place? Bah alors, ce qui est très sympa, c'est que les organisateurs du Grand Prix avaient réagi dès l'année suivante, en 2018. Donc, ils avaient réagi dès 2019 voilà, en tentant d'alléger le trafic, de mettre en place des navettes, etc., etc. Et donc, du coup, il y avait encore ça pour cette année. Donc, on avait des navettes qui partaient si je dis pas de bêtises, de Marseille, de Toulon et d'une troisième ville, mais je me souviens plus laquelle. Et bon, par contre, c'était des navettes payantes, 25 euros par jour. Voilà, j'ai pris 2 jours, donc ça fait 50 euros. Et de 88, on passe à 138. C'est des navettes qui s'étaient annoncées comme un passage toutes les 5 minutes. Euh, du coup, avec mon ami, on a vécu ça comme un passage plutôt tous les quarts d'heure, quoi. Et surtout, entre vendredi et samedi, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup plus de monde le samedi pour prendre la navette, si bien qu'on a perdu peut-être une demi-heure à patienter dans la queue parce qu'il y avait tout simplement trop de monde, quoi, et pas assez de bus. Donc j'ose à D'accord. peine imaginer comment ça a dû être pour dimanche, étant donné que c'était le jour le plus important et j'imagine que voilà, enfin, dans les tribunes, ça devait être plein à craquer. Et je rajouterais aussi que vendredi, ça a été très tranquille. Voilà, il y a environ 50 minutes de trajet entre Marseille et le circuit, on n'a pas attendu. Alors que samedi, aux abords du circuit, on a bien perdu 30 à 40 minutes dans les bouchons. Donc à ce niveau-là, ça n'a pas changé, mais en même temps, on est sur une voie de circulation tout autour du circuit. Donc quand il y a, ben, je sais pas combien ils étaient, peut-être 50 000 personnes qui se rendent sur le circuit au même moment, bah forcément ça va ralentir. Donc je dirais pas que je suis déçu de ce côté-là, hein. Donc voilà. D'accord. Et alors, donc Aurélien avait fait le choix navette. Toi, Clément, par contre, pour y aller, ça a été avec ton véhicule personnel. Tu as choisi du coup de séjourner sur le camping du circuit. Euh, Au niveau accessibilité, on va dire parking, au niveau des entrées, sur ce que tu as pu voir, est-ce que ça restait
pratique, vu qu'en plus t'es arrivé le samedi, ça me permet de rebondir sur ce que disait Aurélien sur un afflux un petit peu plus important. Est-ce que pareil, ça a été galère ou bon, ça se gérait quand même? Alors, j'ai un peu triché, moi je suis arrivé le vendredi soir. Par habitude, je viens toujours la veille au soir. C'était très bien indiqué, moi j'avais très peur, tu l'as très bien dit, de ce qui s'était passé en 2018 et j'avais encore ces flashs du Vietnam dans ma tête et du coup j'étais un peu paniqué par les immenses files d'attente pour arriver jusqu'au camping et ça s'est très bien passé. Après, le placement dans le camping a été un peu chaotique parce que ils avaient quelques petits problèmes de logistique et pour nous placer c'était pas forcément hyper terrible, mais le camping était loin d'être le pire que j'ai connu en sport auto, très sincèrement. Et même sur des festivals, des choses comme ça. Donc après, tu gardes ta voiture dans le camping et tu poses ta tente juste à côté. Enfin, voilà, tous ceux qui ont fait des événements sport auto savent comment ça se passe. En fait, là, pour l'aller, du coup, ça allait. Par contre, pour le retour, pour la sortie, ce qui s'est passé, c'est que donc chaque soir, il y avait des concerts après les courses. Et le dimanche soir, du coup, ils ont indiqué qu'ils ouvriraient que le camping à partir du... Enfin, ils demandaient aux gens du camping de rester sur le circuit jusqu'à 20h, histoire que les gens qui venaient d'ailleurs, enfin, qui venaient par d'autres moyens, comme les navettes d'Aurélien, puissent redescendre. Et après, ils nous libéraient du camping. Sauf que ce qui s'est passé, c'est comme il y a eu un concert, tout le monde est resté au concert jusqu'à la fin, jusqu'à 20h. Et au moment où les gens ont voulu partir, il était déjà 20h. Donc tout le monde est parti à ce moment-là et nous on était encore coincés dans le camping. Et on ne pouvait pas partir avant, même ceux qui voulaient alors qu'il n'y avait personne sur la route à ce moment-là. Ils avaient mis des tracteurs devant l'entrée. Et ils nous ont libérés à partir de 20h en faisant une voiture sur deux par file. Mais comme il y avait 10 rangées dans le camping, enfin ça venait 10 endroits différents. Et puis après il fallait croiser sur la route avec les autres usagers. On n'avançait à rien. Et du coup pour faire 3 km, pour sortir du camping qui était derrière le circuit, jusqu'à arriver à la première bifurcation où il y avait plusieurs directions, on a mis 1h30 une fois qu'on était sorti du camping. On a mis 1h30, 2h à peu près pour faire 3 km. Donc là-dessus, mais c'est la configuration du circuit qui fait ça, je l'entends. Et le fait que ce soit un circuit très difficile d'accès, je le comprends. Par contre, le fait qu'on ait bloqué les gens dans le camping qui voulaient partir avant et qui pouvaient partir avant, alors que les gens qui venaient par d'autres moyens étaient encore sur le circuit aussi, comme les gens du camping, c'était pas compréhensible et ouais, ça a créé quelques soucis et c'était vraiment c'était un peu long sur la fin sur la fin de soirée, ouais. Bah, et ce qui est un petit peu dommage parce que ça aurait peut-être permis de faire sortir progressivement en fait. Absolument, absolument. Je comprends l'idée de pas Et nous donc faire de sortir, mais dans ces fluidifier. cas-là, faire sortir tout le monde avant. Mais les gens qui Ouais. viennent, ils veulent aussi profiter du concert, même s'ils sont venus par navette, et ils ont tout à fait raison. Donc il y avait des moyens de fluidifier le trafic, c'est pas facile, je l'entends, mais ça n'a pas été géré de façon optimale. C'était mieux géré qu'avant, mais pas optimal. D'accord. Ok. Bon bah écoute, ça d'accord. Donc ce qu'on peut retenir, c'est malgré la réaction, si je me tourne vers Aurélien, on va dire qu'on a quand même une offre qui reste inférieure à la demande, d'une certaine façon, notamment quand il y a le point chaud, notamment le samedi, et à mon avis, ne parlons même pas du dimanche. Ça a dû être à peu près du même acabit. Et peut-être, si l'édition 2023 est confirmée, peut-être voir une plage de sortie peut-être un petit peu plus ample afin de permettre une sortie plus fluide, on va dire, si je résume un petit peu la chose. C'est ça. Maintenant, messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet. On a parlé de l'ambiance avec les concerts, etc. On a parlé accessibilité, notamment au niveau tarif, et ce que les organisateurs du Grand Prix avaient pu mettre en place, notamment au niveau de la région, enfin avec l'aide de la région, on va dire. Je voudrais maintenant, sur ce week-end, vous demander à tour de rôle quel a été votre meilleur moment pendant ce Grand Prix, parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses. Et deuxième question, c'est au niveau du week-end. Alors Aurélien, t'avais donné la main, enfin t'avais donné la main à Clément. Donc là, du coup, c'est à toi que je m'adresse. Alors, ça va être assez simple, je pense, pour moi, étant donné que j'ai pas fait la course, je dirais que le meilleur moment du week-end du Grand Prix, enfin,
je sais pas, je dirais les qualifications de la F1 vraiment, parce que c'était impressionnant de voir les voitures, bah, du coup, avec des pneus neufs, avec le réservoir vidé, et de les voir bah, En attaque maxi. foncer. Ouais, en mode attaque, vraiment complètement. Surtout que moi, j'étais positionné entre Signes et le Bossé, donc l'un des endroits les plus rapides hors ligne droite. Et donc, du coup, les voir débouler, freiner super tard pour le Bossé, vraiment, ça, c'était impressionnant. Euh, co- Et ouais, ça. comme tu parles du Bosset, est-ce que toi qui es quand même assez affûté, t'as constaté des écarts au niveau de la trajectoire ou est-ce que sur les 20 pilotes, ils prennent tous la même trajectoire? Bah, franchement, j'étais assez impressionné par le fait que euh, les types de trajectoires étaient vraiment très similaires hein, sur la grille. Vraiment, ça se jouait vraiment à quelques centimètres près, mais tout le monde prenait vraiment la même trajectoire. Très à l'extérieur en entrée, ça m'a surpris d'ailleurs que, que l'on prenne l'entrée du Bossé aussi à l'extérieur. Et du coup, après, je comprends pourquoi Leclerc est sorti dimanche. Enfin, pourquoi il était super large au moment de sortir de la piste, ben, parce que c'était la trajectoire que tout le monde prenait, quoi. Voilà. Sinon, il y a aussi, il me semble que Schumacher avait fait un tête à queue en essai libre 2 ou essai libre 3, je sais plus, toujours au Hmm. Bossé. C'était assez impressionnant à voir. Bah, déjà pour le fait de voir une voiture partir en embardée à une telle vitesse, pour le bruit que ça a fait, l'odeur de pneus cramés qui est restée dans l'air pendant au moins les 5 minutes suivantes. Ça aussi, c'était plutôt pas mal. Ok, d'accord. Et alors même si tu n'y étais pas, et on va dire, tu l'as peut-être vu depuis ton canapé, le meilleur moment du Grand Prix, si tu devais Euh, en retenir un. le meilleur moment, je dirais la bataille entre Russell et Perez en fin de course. Clairement, c'était très sympa à voir. J'ai vu la course dans un bar pour tout vous dire. Et c'était assez prenant, même dans le bar où on était trois quatre. Il y avait une petite ambiance. Donc, j'imagine pas dans les tribunes comment c'était. D'accord. Eh ben écoute, ça marche. Bah, je me tourne du coup vers Clément. Peut-être on va commencer pour ton week-end, vu que tu étais là samedi, dimanche, et puis après on pourra aller sur le Grand Prix si tu le souhaites. Le meilleur moment sportif de mon week-end, je dirais que c'est la course de F2 de dimanche, qui était très animée. Celle de samedi aussi, mais elle était beaucoup plus hachée. Donc Ouais. c'était un peu plus frustrant à suivre, mais celle de dimanche était très animée. En qualif, pour le coup, autant j'étais très bien placé pour les courses parce que dans une chicane où il y a énormément de dépassements, par contre en qualif, c'est pas très impressionnant à voir. Le freinage se retarde, mais c'est pas la première fois que je jouais des F1 donc j'avais un peu l'habitude. Et après, la trajectoire se prend dans deux virages lents, il y a aucune technique. Ils le passent tous pareil, enfin c'est assez facile à voir donc là-dessus il n'y avait pas grand chose d'impressionnant, mais ouais, le plus beau moment du week-end sportivement, c'était la course de F2 et les batailles avec Théo Pourchaire, surtout, qui ont fait lever la foule. Et le meilleur moment du Grand Prix, je rejoins Aurélien, c'est la bataille entre Pérez et Russell, parce qu'on a vraiment vu une passe d'armes très 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 dure, mais très honnête. J'ai pas d'autres mots, j'arrive pas à trouver le mot, excusez-moi. Mais ouais, c'était un super moment et vraiment en tribune. Pourtant, il n'y avait pas de pilote français et toutes les tribunes étaient soit pour Ferrari, soit pour les Français. Et là, il y avait beaucoup d'encouragement pour les deux pilotes et c'était assez sympa, ouais. Petite question, est-ce que l'un ou l'autre, vous avez assisté, on va dire, à l'exhibition de Vettel? C'est-à-dire, normalement, il a tourné, il me semble, avec une Aston Martin T11. Est-ce que l'un ou l'autre, vous l'avez vu? Alors personnellement, non. Par contre, entre les séances d'essai le samedi, j'ai vu deux Alpines à 110. Alors je sais pas Ouais. qui était dedans, mais pas vu d'Aston Martin à mon grand regret. Mm. Moi Bah, non plus. Et le dimanche, il y avait 30 Alpines qui étaient là avec Esteban Ocon qui était sur le toit d'une des Alpines. Mais il y avait beaucoup d'animation. Ça, c'est un truc qu'il faut dire. C'est que moi, c'est ce qui m'a frappé le plus dans ce week-end en réalité. C'est l'à côté de la piste. Encore une fois, j'avais vu la F1 de Tonton Bernie.
où en gros on te disait bah tu viens, tu poses ton siège, tu regardes, t'es gentil déjà, on te laisse regarder et tu repars. Et il y avait une simili fan zone avec 2 magasins qui vendaient des casquettes de 2011 en 2014 et c'était tout. Là, il y avait des boutiques de partout, il y avait des animations de partout, il y avait des animations de voitures radiocommandées. Il y a eu le samedi matin les pilotes qui sont venus sur une espèce de mini-estrade parler avec les fans. Ça a créé un moment vachement sympa. Il y a eu les concerts tous les soirs dans le dernier virage. J'en parlais avant. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animations différentes. Il y avait du Gymkhana aussi dans une partie du circuit. Enfin, c'était peu importe où tu étais en tribune, tu avais toujours des animations. Tout le monde faisait l'effort. C'était hyper impressionnant et du coup, tu pouvais pas avoir les yeux partout. C'est ce qui était un peu frustrant, c'est que le week-end paraissait très court. Donc, on n'a pas pu tout voir. Il y a des moments où tu voyais des. Enfin, tu vois, les pilotes qui étaient sur estrade, c'était en 2 parties. Donc, nous, on est allé voir le matin. On a vu les pilotes Haas, les pilotes Aston, les pilotes Ferrari. Et moi, j'aurais bien voulu voir les pilotes AlphaTauri, par exemple. Et quand ils y étaient, bah, nous, à ce moment-là, on passait derrière la tribune Esteban Ocon. Et Esteban Ocon était venu dans sa tribune parler avec les gens. Donc, d'un côté, tu disais, bah mince, j'aurais bien voulu voir Pierre Gasly. D'un autre côté, bah, je suis à 3 mètres d'Esteban Ocon. Donc, c'était. Enfin, il y avait tellement de trucs que tu pouvais pas t'ennuyer un seul instant. Mais du coup, tu loupais des choses, donc il fallait avoir cette balance entre émerveillement permanent et frustration. Là où à l'époque de Bernie Ecclestone, tu n'avais juste la course, les courses support, et puis après, débrouille-toi, tu rentres au camping et tu fais ta vie. D'accord. Ok. Bon bah ça ok, ça marche. Juste un chiffre par rapport à ce Grand Prix. Euh, il y a environ 200 000 personnes qui se sont déplacées pour ce Grand Prix de France, ce qui est quand même pas mal. Ouais. Ah ouais, clairement. Ça fait quand même un beau chiffre. Je sais pas si c'est le meilleur chiffre enregistré si on prend toutes les éditions du Grand Prix de France. Ça, j'en sais rien. Mais je trouve que ça fait quand même un joli nombre. Mm. Euh, je continue avec Clément. Du coup, tu nous parlais, comme tu étais dans la tribune Pierre Gasly et tu as pu apercevoir Ocon de très 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 près. Est-ce que au cours de ton week-end, il y a eu d'autres rencontres, que ce soit peut-être sur de la Porsche Cup, la W Series, qui est donc la catégorie attitrée pour les femmes, en fait, actuellement au niveau de la FIA. La F2, l'antichambre de la F1, et la F1 bah, qui est le Graal en fait. Hein. Bah, non, j'ai trouvé les paddocks assez fermés, ce qui est normal pour la F1, ça j'en veux pas du tout à la F1 de fermer les paddocks, mais j'aurais bien voulu que le paddock de F2 ou le paddock de Porsche Cup soit ouvert au milieu, comme c'est le cas dans d'autres catégories où tu traverses le paddock, en fait tu peux pas non plus approcher trop les voitures, mais tu peux les voir. Là, tout était derrière les barrières et on pouvait accéder à rien, donc en fait les seules rencontres que tu pouvais faire c'était les fans, ou vraiment si tu avais de la chance, je pense qu'il y a des gens qui ont pu croiser des VIP à un moment ou un autre. Ou d'autres gens de la commu F1, mais des personnes du paddock sportif, non, c'était quasiment impossible. Vous avez aperçu la marée orange, comme on a coutume de l'avoir maintenant à peu près partout? Bah, pas tant que ça. Enfin, je sais pas Aurélien, mais moi je l'ai trouvé moins présente que sur d'autres Grands Prix. Bah, ils étaient toujours là, ce qui est quand même assez impressionnant de voir à quel point ça brasse de la thune dans ce pays pour qu'il y ait tout le temps des Hollandais sur place. Mais ouais, je sais pas. Ah, c'est vrai que comparé à un Grand Prix d'Autriche, par exemple, il y avait pas des tribunes en full orange, mais qu'il y avait quand même pas mal de fans de Verstappen, j'ai trouvé. Je t'avoue que j'avais fait le Grand Prix de Belgique en 2014, donc qui était à l'époque où il n'y a pas de Grand Prix des Pays-Bas et où il y avait que des Néerlandais. Donc effectivement là, ça m'a pas sauté aux yeux non plus les Néerlandais, mais il y en avait quelques-uns. Il y avait des Japonais, j'ai vu des Brésiliens aussi pour les pilotes de F2 qui venaient encourager les 2 pilotes brésiliens de F2. Il y avait quelques nationalités, mais majoritairement c'était des Français avec soit des drapeaux alpines, soit les casquettes numéro 10 ou 31 pour Ocon et Gasly. Ouais, 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 ça, ouais. D'accord, ok. Et comment dire, on parlait un petit peu au niveau merchandising. Clément, tu rappelais au niveau de la F1 du temps de la FOM aux mains de Bernie Ecclestone, où
voilà, tu t'asseyais et tu regardais. Euh, Liberty Media enfin, et aussi avec ce côté merchandising où on était sur des produits des fois un petit peu dépassés. Je voudrais que vous puissiez peut-être nous donner un ordre d'idée, j'en sais rien. Je suis fan d'Alpine. Je veux par exemple prendre la casquette d'Esteban Ocon. Allez, soyons franchouillards jusqu'au bout. Ça va me coûter combien? Je veux prendre un t-shirt par exemple, ça va me coûter combien? Au niveau des boutiques, etc. Et au niveau du fonctionnement, est-ce que vous avez pu en apprendre un petit peu plus? Est-ce qu'on est sur du prix libre? Est-ce que c'est des prix, on va dire, un petit peu plus... alors je vais pas dire magouillé parce que le mot est un peu fort, mais est-ce qu'on est sur des prix qui sont dictés d'une certaine façon? Est-ce qu'on est sur du prix libre ou commandé, on va dire? L'un ou l'autre, comme vous voulez. Vas-y Aurélien, si tu veux commencer. Alors, vas-y, je pense que tu compléteras. Euh, Si on est fan d'Alpine ou de toute manière de n'importe quelle autre équipe et qu'on veut s'acheter voilà, un petit bout de vêtements par rapport à l'équipe ou au pilote, ben, il faut sortir le portefeuille. Il me semble que une simple casquette, ça doit coûter dans les 50, 60 euros, si je dis pas de bêtises, pour du merch de cette saison de 2022. Pour un t-shirt, ça doit être dans les 80 euros, je pense. Et après, pour tout ce qui est veste, tout ça, on tape quasiment dans les 200 euros. Il y avait plusieurs stores F1. C'était de toute façon les mêmes prix partout. Par contre, il y avait aussi un truc en mode occasion, on va dire, où donc il y avait Ah, des casquettes Sauber, par exemple, à la grande j'allais en parler de époque, celui-là. des trucs Racing Point, ouais, celui-là était pas mal. Donc les prix étaient un petit peu moins chers quand même, étant donné que c'était daté, mais ça restait quand même plutôt cher pour ce que c'était, quoi. D'accord, ok. Et du coup, Clément, si tu veux compléter. Bah, pour compléter ce que dit Aurélien, par exemple, moi, je l'avoue humblement, la casquette Kimoa Miami me faisait beaucoup d'œil, mais elle était à 100 euros. Et sur le site de Kimoa, elle est à 45 euros. Donc tu vois la diff. Comme a dit Aurélien, le moindre t-shirt officiel, c'était 80 balles. Le moindre sweat, et Dieu sait que j'en ai des sweats de F1, mais c'était 150 balles, alors que c'est pas du tout ça si tu les achètes sur les sites officiels des écuries. Je parle des sites officiels des écuries, hein, quand tu es depuis chez toi. Et le magasin d'occasion, je suis allé faire un tour. C'est effectivement, il y avait des chemises Jacques Villeneuve Sauber de 2006. Enfin, il y avait plein de trucs. Mais tu étais sur des choses qui valaient 5 fois le prix de ce que ça vaut en friperie. Et, euh, et, euh, et moi, en friperie, je vais chercher ça, tu vois, enfin, j'en ai déjà trouvé des trucs comme ça. J'en ai à la maison, des trucs pour 15 balles. Là, t'en avais pour 45-50 balles facile. Pour une chemise de 2003, quoi. Alors que ça se trouve, enfin, si tu veux pas aller en friperie, si t'es plus Vinted, tu trouves ça en 5 minutes. Enfin, les prix étaient vraiment très 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 élevés pour ce que c'était. Et qu'est-ce qui peut expliquer que ça soit aussi cher, quoi? Bah, Enfin, l'envie on des veut gens, que tu ça... sais, t'es sur place, tu te dis, ah, j'ai envie de porter les couleurs de mon équipe préférée, t'as envie d'avoir. En plus, enfin, l'avantage, c'est qu'il y avait des très grosses collections. Donc, par exemple, les casquettes Mercedes ou les casquettes Red Bull, t'en avais des dérivés, des paquets, pareil pour les casquettes Alpine. T'en avais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ce qui fait que tu les vois en vrai, tu te dis, ah, celle-là, elle est pas mal, alors que t'aurais pas forcément le réflexe quand t'es chez toi d'aller sur le site internet de prendre des trucs. Bon, si j'avais croisé Aurélien, j'aurais offert la casquette Kimoa, bien évidemment, à 100 euros. Je sais que ça lui fait plaisir. Mais, J'adore. mais tu vois, et du coup, t'es dans l'envie. Et je te cache pas que j'étais pas loin de craquer avant de revenir à la raison. Mais je comprends que certains, peut-être un peu aidés par un soleil et un taux d'alcoolémie super bien, qui était à 0, je le rappelle, se sont peut-être laissés porter par le moment. Et t'as envie de. Enfin, en tribune, tout le monde était avec des couleurs des écuries. Finalement, c'est beau quelque part. Mais 80 balles le t-shirt, 400 balles la casquette, non, je préfère prévoir en avance mon accoutrement. Mais du coup, c'est au niveau des exposants où c'est eux qui fixent leur prix? Tous les exposants, en fait, c'est la F1. C'est les stores officiels de la F1. Il n'y a pas d'exposants privés. D'accord. C'est les stores officiels de la F1. Ils sont répartis, comme a dit Aurélien, ils sont partis tout autour du circuit. T'en as dans chaque tribune quasiment. Et tu peux acheter à ces trucs-là. Et plus dans le paddock, tu avais un truc où tu avais vraiment tout.
pour toutes les écuries, plus le truc de Freeprix. Mais c'est que les trucs officiels de la F1. Donc c'est la F1 qui régule ça. D'accord, ok. En accord avec le circuit. Oh bah, je pense, oui, Ou mais là, rien à- j'ai pas les tips. Après, par contre, sur tout ce qui est de la consommation, on va dire, hors produits dérivés, sur ce qui va être, par exemple, de l'alimentaire, est-ce que là, on est sur des prix dictés ou pareil parce que là, pour le coup, on est sur des exposants plus privés. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient, par exemple, avec un food truck, c'est un exposant privé. Bah, c'est ce que je te disais, c'est que les expériences sont privées, mais les prix sont dictés par le circuit. Donc tout est au même prix. Les plats, ils vont être à peu près tous au même prix, aux alentours de 15 balles. Les boissons, ça va être le même prix partout. Enfin, il n'y a pas de. Il n'y a pas il y a pas de mise en place de la concurrence. Tout est régulé vers le haut à une certaine somme. Ce qui fait que, en fait, ce que tu vas aller acheter ce qui te plaît et pas ce qui est le moins cher. Donc tout est rehaussé. La marge était énorme là-dessus, mais après, j'ai pas les réponses sur est-ce que cette marge-là était nécessaire parce que le prix d'accès pour les food trucks était énorme demandé par le Castellet, ou est-ce que c'était énorme parce que le Castellet voulait se faire une marge phénoménale, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais pas si Aurélien a mangé un moment sur le site, mais je trouvais ça très très cher. J'ai bu simplement. J'ai pas mangé, mais ouais, j'ai regardé les prix et c'était abusé. Ouais. Après, on rappelle aussi l'emplacement du Castellet. Hein, on est sur un plateau, donc on n'est pas non plus à 5 minutes du supermarché. Hein. Donc, Non mais c'est ça aussi, c'est qu'une fois que t'es dedans, et contrairement à... En fait c'est un peu similaire à Manicourt, où une fois que t'es à Manicourt sur le circuit, comme t'es au milieu de la campagne, t'as rien, c'est très compliqué d'aller ailleurs, alors que par exemple le circuit du Mans, t'as tous les villages aux alentours où t'as des supérettes, des choses comme ça, donc tu peux y aller, tu peux aller acheter, et finalement ton week-end te revient à bien moins cher. Là, comme tu l'as dit, une fois que t'es en hauteur, euh, reprendre ta voiture pour redescendre dans la vallée, non, c'est trop tard. T'as fait tes courses avant et il fait une telle chaleur que tu peux pas garder du frais pendant 3 jours. Donc tu vas à la supérette du camping ou tu vas sur les food trucks du circuit, sur les stands du circuit, et ça te coûte très très cher. Le moindre coca, la moindre bière te coûte déjà une fortune par rapport à ce que ça devrait coûter. et on rappelle également à celles et ceux qui nous écoutent que pendant les juillet-août, c'était pas non plus la meilleure période pour faire plein d'allers-retours compte tenu du prix de l'essence. Absolument aussi. Qui est quand même un argument de poids. Messieurs, je voudrais conclure avec une dernière partie, à savoir sur cette expérience. C'était pas la première fois pour chacun de vous. Je vais commencer avec Aurélien. Ton expérience de Grand Prix, bien que tu n'aies pas vu la course, si tu devais la noter sur 10, tu lui donnerais combien? Si on prend plusieurs critères, à savoir si on prend l'ambiance, si on prend l'accessibilité, si on prend l'aspect tarifaire, je dirais au niveau billetterie, conso sur place, et sur le sport et le spectacle proprement dit. Si on prend en compte tous ces critères et qu'on doit donner une note, je dirais 7 ou 8. 7 ou 8 sur 10 assez facilement. Si je compare ça à ma précédente expérience en Espagne en 2015, c'était vraiment le jour et la nuit, quoi. D'accord. Euh, Étant donné que l'Espagne c'était pourri et que la France c'était vachement bien. D'accord. Je me Ça, c'est tourne du vers slogan de Clément. campagne, ça. Ça, c'est du slogan. J'ai rien à ajouter, tout pareil qu'Aurélien. Je mets entre 7 et 8. Les seuls points que j'enlève, c'est par rapport au tarif et à la sortie du week-end. Mais sinon, bluffé par le nombre d'animations. La piste bien mieux que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être un grand parking et c'était plutôt sympa. Ouais, pour tout ça, vraiment, le Castellet s'est donné beaucoup de mal. Et sincèrement, c'était très chouette d'être là pour ce week-end-là. D'accord. Et comment dire euh, si cette expérience devait être renouvelée, et elle le sera sans doute, où iriez-vous? Allez, je commence avec Clément. On a le droit à tous les tarifs là? T'es blindé, donc vas-y.
Bah alors, je vais faire un tarif non blindé et un tarif blindé. Si je suis pas blindé, je vais à Silverstone. Parce que j'ai déjà fait Spa et je pense qu'en termes d'ambiance, Silverstone, c'est assez unique. Et si j'ai beaucoup d'argent, je pense que Singapour, c'est un truc que j'aimerais faire parce que c'est le vrai circuit de nuit de la F1, que c'est un vrai circuit urbain et qu'il y a une ambiance qui est très spéciale quand même là-bas. Donc, c'est les deux en fait qui m'attirent, c'est Spa, c'est Silverstone et Singapour. Ok, bon, ça marche. Aurélien, à toi. Bah, si j'ai le droit de partir avec Clément, je dirais Singapour aussi. Pour toutes les raisons susnommées et aussi faire un Grand Prix avec lui, ça pourrait être sympa, je pense. Je pense, hein, bien sûr, mon avis n'engage que moi. Et sinon, une autre destination, je dirais Monza pour ce que ça représente, voilà, l'histoire, les tifosi, même si je suis pas non plus un grand fan de la Scuderia, j'imagine que ça doit être une ambiance de feu là-bas. Les prix sont de feu en tout cas, donc voilà, au moins on est sûr. Ok, bon, bah écoutez, ça marche. Si vous aviez un conseil, je termine là-dessus, si vous aviez un conseil à donner, on a envie d'aller voir un Grand Prix, que ce soit le Grand Prix de France ou un autre Grand Prix, quel est votre conseil? Vraiment la chose sur laquelle il faut bien insister et vraiment faire attention. Allez Aurélien, vas-y. Euh, Bah, un conseil, ce serait de bien se préparer au niveau du transport, hein, parce que D'accord. c'est vraiment là le seul point noir que je retiens. Au Alors niveau après, du Grand Prix de France. au niveau du Grand Prix de France, oui. Oui, oui, D'accord. complètement, ouais. Bien se préparer pour la route, bien choisir quoi faire pour dormir, tout ça, parce que c'est vraiment les points qui peuvent être facilement ignorés, mais qui peuvent vraiment ruiner une expérience de Grand Prix. Donc le transport et l'hébergement. Ouais. Ok. Clément, à toi. Bien vous équiper, c'est-à-dire casquette, chaussures pour bien marcher, parce qu'on marche énormément lors d'un week-end de sport auto, et de quoi vous hydrater. C'est ce qui est très important. Et en dehors de tout ça, prévoyez votre budget à l'avance, parce que ça peut partir très vite. Donc si vous avez une bourse limitée, faites un calcul à l'avance sur ce que vous pouvez dépenser sur le circuit même, parce que dans l'amusement, ça peut vite déborder. Donc ouais, c'est bien vous préparer à vous protéger et puis préparer votre pécule. Est-ce que dans l'amusement, l'une des options, ça peut être de partir à plusieurs et de partager les frais? Ah ça, mais c'est même recommandé, je pense qu'Aurélien peut le dire. Ah ouais, carrément. On s'amuse toujours plus à plusieurs que tout seul, toujours. C'est vrai. Ah, ça, c'est vrai. Et amener des gens qui ne connaissent pas forcément, qui sont pas forcément des grands fans de F1, ça peut être aussi leur montrer un monde merveilleux et peut-être en faire des nouveaux fans. Donc c'est important de partager des moments comme ça, ouais, toujours. Et sur le côté pratique, on parlait camping. Bon, il y a pas, tout le monde ne peut pas se targuer, pardon, d'avoir un camping-car. Tu viens juste avec Oh une bah, tente, un matelas, voilà, voilà, tu viens avec ta 2 secondes, un matelas, là t'en as pas pour très cher et pour ceux qui prévoient de faire ça, croyez-moi, ça vous servira si vous faites après les 24 heures Grand Prix de France moto. Enfin, ça sert toujours. Une tente, un matelas, ça sert toujours. Donc là-dessus, c'est pas un très gros investissement. Et ça fait le taf. et une table pliante. Et une table pliante, toujours, bien évidemment. Ça peut toujours servir. Pour se sustenter. C'est toujours mieux que de le faire debout. Bon, même si toi, tu avais la possibilité, sinon, de le faire en tribune. Ouais, aussi, mais c'est pas si pratique que ça. Et puis le soir, c'est fermé. Donc pour manger le soir et le matin, en vrai, t'as raison. Une chaise, toujours. La chaise, très important si vous êtes en enceinte générale. Sinon, enfin voilà. Enfin, on divague, mais enfin, vous apprendrez avec le temps. Ah oui, Si oui. vous en avez jamais fait, vous apprendrez avec le temps. Bon, en tout cas, c'était des infos pratiques. À vous de voir si ça peut servir. Mais en tout cas, bah, je vous remercie tous les deux, Aurélien et Clément, ben, comment dire, d'avoir pris le temps de nous retranscrire au mieux cette expérience. Euh, pour vos conseils et puis bah tout simplement
pour votre passion, parce que bah, c'est une passion, à chaque fois c'est quand même de gros investissements, c'est une passion coûteuse, et bah, en tout cas à chaque fois c'est un vrai plaisir, c'est un vrai plaisir de la faire partager, donc en tout cas merci à vous. Bah, écoute, merci à toi hein, de nous avoir tendu le micro, si j'ose dire. Et puis c'est vrai, tu as raison, la F1 c'est une passion et c'est une passion qui a un petit prix. Bon, bah, bon, bah, encore une fois, merci à vous deux. Si vous avez aimé la vidéo, surtout, vous n'oubliez pas le petit pouce bleu sur la chaîne Multi21. Aurélien, ici présent, a également la chaîne Formule Moyen. Allez-y, il y a des pépites et on se régale. On a également quelques articles qui vont normalement paraître sur le site Multi21. Et puis, bah, bien entendu, à partir de vendredi, grande rentrée des classes de la Formule 1, Spa-Francorchamps. On espère éviter le marasme de l'année dernière et avoir un Grand Prix digne de ce nom. Rien à ajouter là-dessus, c'était parfait. Merci à vous. Au revoir. Salut! Salut!